Alors, la dernière fois, on avait commencé à parler de façon très générale des qubits. Donc un qubit, je vous rappelle, c'est simplement un système, un système quantique élémentaire, c'est-à-dire qui a un espace vectoriel des états H, espace de Hilbert, qui n'a que 2 dimensions. Il n'est pas possible pour un système quantique de n'avoir que 2 états possibles, bien sûr, puisqu'on peut faire toutes les combinaisons. Par contre, il est possible d'avoir un espace des états qui n'a que 2 dimensions. Et du coup, dans cet espace vectoriel, on peut choisir une base, n'importe laquelle, orthonormée tant qu'à faire. Donc on l'avait noté 1 et 0. Et par conséquent, par définition d'une base, n'importe quel état du système, donc n'importe quel vecteur d'état de l'espace de Hilbert, peut être écrit comme alpha 1 plus bêta 0 pour certains alpha et bêta dans C. Et dans la mesure où, si on a un état psi, n'importe quel multiple de cet état représente en fait, en quelque sorte, le même état physique, puisqu'il donne les mêmes probabilités de donner n'importe quel résultat pour n'importe quelle grandeur physique. Donc, en fait, en divisant simplement par la norme de ce vecteur et la phase de alpha, on pouvait se ramener à alpha dans R+. Et du coup, on avait vu qu'on pouvait toujours écrire ce psi-là sous la forme suivante, avec, donc, quel que soit psi, il existe un certain θ entre 0 et pi, et un certain phi entre 0 et 2pi, tel que psi s'écrit en fait cosinus de θ sur 2 fois le premier vecteur, plus sinus de θ sur 2 e puissance i phi. C'était i phi ou moins i phi? I phi, oui. Non, moins i phi. Non, plus i phi? Plus i phi, oui, oui. 0. C'est évidemment une convention, hein, on peut choisir l'autre, mais... Excusez-moi. Et par conséquent, à chaque état, on peut associer un point sur une sphère, d'un certain rayon, prenons-la de rayon unité, repéré par les directions θ et phi en coordonnées sphériques. Et donc, c'est ce qu'on avait appelé la sphère de Bloch. Où, donc, si on représente avec des axes cartésiens standards, le vecteur d'état 1, c'est-à-dire nos 2 vecteurs de base sont là, en fait. On a 1 en haut et 0 en bas, pôle nord, pôle sud de cette sphère imaginaire. Et puis, pour chaque direction U repérée par les angles θ et phi, les angles ordinaires, angles zénital et azimutal, donc petite u ici, repérée par les coordonnées θ phi sphériques, eh bien, on a effectivement, on associe à ce point-là, ce vecteur-là. Et puis, on avait vu, d'ailleurs, que la notion d'orthogonalité dans l'espace des états était telle que, en fait, deux points diamétralement opposés correspondent à des états orthogonaux. Alors, je ne sais pas, ce vecteur-là, on pourrait le noter U comme ça, d'ailleurs. Hein, c'est le vecteur qui est représenté sur la sphère de Bloch dans la direction U. Bien. Et donc, on a effectivement U et moins U qui sont orthogonaux. Donc ça, c'est une étude générale. Pour n'importe quel qubit, les choses se passent comme ça. Donc l'espace des états peut être décrit, peut être mappé, je ne sais pas comment on dit en français, on peut faire une correspondance biunivoque entre l'espace des états et les points sur une sphère.
Donc cette structure est très générale, et donc c'est important de la connaître, bien sûr. Mais maintenant, on va voir le lien direct avec, le spin and me, enfin avec le moment magnétique qu'on a étudié avec l'expérience de Stern-Gerlach. Alors, avant de faire ça, je vais terminer... je voulais rajouter un petit quelque chose, si je m'y retrouve. Oui, alors c'est simplement là, je voulais montrer ce que ça donne en représentation dans une base. Donc là, les états sont représentés sur la sphère de Bloch. Alors je pense que j'en étais à un quatrièmement. Représentation dans une base. Alors une base quelconque, hein, vous avez bien compris que j'ai pris deux vecteurs de base que j'ai appelés 1 ou 0. Je peux prendre n'importe quel vecteur de base orthonormé. Je les appelle comme je veux et je représente les autres en fonction de cela. Alors, tout d'abord, donc j'ai une base 1 et 0, d'accord. Dans cette base, je peux représenter les états aussi, bien sûr, comme des vecteurs colonnes. Et puis les bras comme des vecteurs lignes. Alors vecteur entre guillemets, ce n'est pas un vecteur, en l'occurrence un bras, c'est une forme linéaire. Mais enfin, on peut l'écrire comme une suite de nombres sur une ligne. Alors là, il n'y a que deux nombres puisqu'on est à dimension 2. Donc le vecteur psi, alpha 1 plus bêta 0, se représente bien sûr comme alpha bêta. Et par conséquent, les vecteurs de base sont ceux-ci, 1, 0 et 0, 1, tout à fait standard. Et le vecteur général U, enfin, celui associé au point dans la direction U de la sphère de Bloch, s'écrit simplement cos θ sur 2 et sin θ sur 2 puissance i phi. Bien, et puis on a à chaque vecteur, à chaque quête, chaque vecteur d'état, on associe un bras. Et donc vous savez que le bras psi associé à celui-ci, là, c'est simplement donc alpha étoile 1 plus bêta étoile 0, les bras ici. Le bras 1, c'est le vecteur ligne 1, 0, et le bras 0, c'est le vecteur ligne 0, 1. Ce n'est pas un vecteur, en fait, en vrai, mathématiquement, c'est une forme linéaire. Si vous l'appliquez à un vecteur et ça vous donne un nombre, le produit scalaire, en l'occurrence. Et donc, le bras associé aux quêtes U n'est rien d'autre que, donc, cos θ sur 2, sin θ sur 2. Alors là, attention, il faut passer au complexe conjugué de puissance moins i phi. Et on a, bien sûr, le produit scalaire, le produit hermitien entre... je vais noter psi 1 et psi 2. Eh bien, je vais l'écrire. Alors, si je vais appeler psi 1 alpha 1 et bêta 1, et psi 2 alpha 2 bêta 2. Et donc, ça va me donner alpha 1 étoile, bêta 1 étoile, alpha 2 bêta 2. Et donc, ça donne ça. Bon, je ne reviens pas sur ces détails. On va voir maintenant comment représenter les opérateurs. Et on va faire une remarque importante. Donc, petit b, opérateur. Alors, opérateur linéaire, bien sûr, et observable. Donc, vous rappelez qu'une observable, c'est un opérateur linéaire qui est auto-adjoint. Hein. Bon, donc un opérateur linéaire, évidemment, dans un espace vectoriel, ça peut être représenté par une matrice.
Donc, vous savez tous comment écrire la matrice d'un opérateur. Si, donc l'opérateur, je le note avec un chapeau A, il peut se représenter par une matrice dans une base, mais évidemment, dans chaque base différente, il y aura une représentation différente. Si vous êtes dans la base 1, 0, n'importe laquelle, je l'ai appelée 1, 0, vous avez, si vous connaissez l'image de 1 par A, mettons A1, 1, 1 plus A2, 1, 0. Et si vous connaissez l'image du second vecteur de base, A1, 2, 1 plus A2, 2, 0, alors dans cette base, la représentation matricielle de A est, alors vous savez comment on fait, hein, l'image du premier vecteur, on la développe, on la met verticalement sur la première colonne. Hein. Donc vous avez ici A1, 1, A2, 1. Et puis l'image du deuxième vecteur, on la met ici. A1, 2, A2, 2. Donc voilà la représentation dans une base donnée. Bonjour. Alors pas tout de suite, mais à la fin du cours. Il finit à quelle heure? Il finit quand le cours? Ouais, 12 combien? 12-15. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc on a cette représentation matricielle dans la base en question. Et si on change de base, évidemment, ce sera une autre représentation. Hein, mais souvenez-vous bien, la façon de construire la matrice, enfin, c'est évident, si vous appliquez ça au vecteur 1, 0, qui est celui-ci, vous voyez bien que ça va vous donner, effectivement, en développant A1, 1 et puis A2, 1. Hein, donc, on retrouve bien ça. Hein. Donc, si vous avez un doute sur est-ce qu'il faut les mettre en ligne ou en colonne, les vecteurs, prenez un exemple et vous allez bien voir. Hein. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir aussi, ça permet d'aller vite. Voilà donc comment on obtient la représentation matricielle. Alors, oui? Alors, représentation matricielle, est-ce que c'est différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non, c'est pareil, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est un rappel. Effectivement, on a déjà vu ça. Alors, simplement maintenant, je veux... Donc, ce sont des matrices 2, 2 parce qu'on est dans un espace vectoriel de dimension 2. Oui? Non? Sûr? Ok. Que se passe-t-il maintenant pour un opérateur auto-adjoint, c'est-à-dire un opérateur associé à une grandeur physique? Donc, hop. C'est-à-dire un opérateur qui est égal à son propre adjoint. Bon, eh bien, si l'opérateur A est auto-adjoint, ça veut dire qu'il est égal donc à son adjoint, c'est-à-dire que la matrice qu'il représente est égale à sa matrice transposée conjuguée. Et par conséquent, on a A1, 1 qui est égal à 1, 1, 1 étoile. Autrement dit, A1, 1 est réel. On a A2, 2 également qui est égal à A2, 2 étoile, c'est-à-dire que A2, 2 est en fait réel. Et on a bien sûr A2, 1 qui n'est rien d'autre que A1, 2 étoile. La matrice doit être égale à sa transposée conjuguée. Donc vous voyez que ça contraint beaucoup les paramètres ici. Un opérateur linéaire quelconque dans un espace vectoriel de dimension 2 sur C a en fait 8 paramètres réels quelconques. La partie réelle et la partie imaginaire de chacun de ces nombres peut être n'importe quoi, et ça donne un opérateur linéaire. Mais si vous voulez que l'opérateur linéaire soit auto-adjoint, alors là, vous avez beaucoup moins de choix. Il faut à coup sûr que A1, 1 soit réel, que A2, 2 soit réel, et il faut que si A1, 2, vous l'écrivez, je ne sais pas, alpha plus I bêta, alors vous n'avez plus du tout le choix pour A2, 1. A2, 1 sera simplement
eh bien, alpha moins I bêta. Autrement dit, vous n'avez que 4 paramètres réels possibles. Enfin, vous allez décrire tous les opérateurs auto-adjoints, donc toutes les observables physiques, à partir de seulement 4 paramètres réels. Donc ça vous forme, si vous voulez, un espace vectoriel sur R de dimension 4 et non pas de dimension 8, si vous voulez des opérateurs auto-adjoints, donc associés à des grandeurs physiques. Donc il n'y a pas tant de grandeurs physiques que ça, enfin, moins que d'opérateurs, évidemment, c'est pas surprenant. Donc vous voyez que vous avez ces 4 paramètres-là, 2 nombres réels ici, et puis 2 là pour les coefficients non diagonaux. Bien, donc ça c'était une remarque générale. Et maintenant, on va passer tout de suite à l'exemple fondamental des matrices de Pauli que vous avez déjà vu en principe en détail dans les TD. Donc, cinquièmement, matrice de Pauli. Alors, en principe, vous avez déjà pas mal calculé avec les matrices de Pauli, donc je ne vais pas reprendre le détail de ces calculs et des propriétés associées aux matrices de Pauli. Mais parmi donc toutes les matrices auto-adjointes, il y en a qui sont assez fondamentales et je vais donc les réécrire. Alors la première, évidemment, c'est l'identité. Ça, on est d'accord que c'est une matrice auto-adjointe, c'est l'opérateur trivial qui à chaque vecteur associe lui-même. Bon, très bien. Et puis, il y a donc les matrices de Pauli. Alors, je ne sais pas comment vous les avez notées. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Alors, sigma 1, c'était celle-ci. Yes. Sigma 2, celle-là. Et sigma 3, celle-ci. Alors ça, c'est des petites merveilles. Ces matrices de Pauli sont magnifiques. D'abord, elles sont jolies. Mais elles sont magnifiques par leurs propriétés, qui sont très nombreuses, et caractéristiques, en l'occurrence, d'un moment cinétique, mais on y viendra plus tard. Parmi ces propriétés, vous avez le fait que... Alors d'abord, première chose très importante, n'importe quel opérateur auto-adjoint, donc n'importe quel observable physique, n'importe quelle grandeur physique, est une combinaison linéaire de ces trucs-là. Une combinaison linéaire réelle. Tout opérateur auto-adjoint, là, donc là on avait A11, A22, j'avais dit, lequel était alpha plus I bêta, celui-là, et celui-là alpha moins I bêta. Eh bien, vous voyez que ceci peut s'écrire, cette matrice-là, peut s'écrire comme, alors, on a je vais l'écrire lambda, parce que je vais pas y arriver du premier coup, lambda I plus, alors là c'est facile, plus alpha sigma 1 moins bêta sigma 2 plus mu sigma 3. Et donc j'ai lambda plus mu qui fait A11 et lambda moins mu qui fait A22. Et donc j'ai lambda qui vaut A11
plus A de 2 sur 2 et mu qui fait A11 moins A de 2 sur 2. Donc, excusez-moi, c'était du brouillon. Donc, A11 plus A de 2 sur 2 A11 moins A de 2 sur 2 sigma 3. Voilà. Donc cette matrice-là, n'importe quelle matrice auto-adjointe, s'écrit comme une combinaison linéaire réelle, ces trucs-là sont des nombres réels, là, des matrices de Pauli et de la matrice identité. Autrement dit, vous avez une base ici de l'espace vectoriel des opérateurs auto-adjoints. OK ? Bon, donc ça c'est intéressant. Rien que ça fait jouer déjà un rôle particulier. Enfin, c'est pas la seule base possible, mais c'en est une, et elle est intéressante pour d'autres raisons. Oui ? Ah ben non. Enlevez ça ? Ah ben non, parce que A11 n'est pas forcément égal à A22. OK ? OK. Ouais. OK, donc n'importe quel opérateur va s'écrire de toute façon comme une combinaison linéaire de l'identité et des matrices de Pauli. Enfin, n'importe quel opérateur auto-adjoint. Bien. Par ailleurs, vous remarquez que, alors ça, la matrice d'identité, évidemment, il y a deux valeurs propres, 1 et 1, c'est évident. Vous voyez que celle-ci a pour valeur propre 1 et moins 1. Elle est écrite dans la base de ces vecteurs propres, en l'occurrence. Et si vous cherchez les valeurs propres de sigma 1 et de sigma 2, vous allez aussi trouver qu'ils ont, que ces valeurs propres sont plus 1 et moins 1. Donc ces trois opérateurs-là ont tous comme valeur propre 1 et moins 1. Vous pouvez vérifier d'ailleurs que, quel que soit i, 1, 2 ou 3, sigma i au carré est égal à l'identité. D'accord ? Vous avez fait tout ça en TD, on est d'accord, hein ? Ouais. Vous pouvez voir aussi que si vous faites sigma 1 fois sigma 2, vous obtenez i fois sigma 3. Et pareil avec toutes les combinaisons, les permutations circulaires. D'accord ? Vous pouvez voir aussi que le commutateur de sigma 1 et de sigma 2, c'est-à-dire sigma 1, sigma 2, moins sigma 2, sigma 1, c'est égal à i fois sigma 3. 2i fois sigma 3, pardon. Pardon. Important le 2. C'est-à-dire que si vous faites sigma 1 sur 2, sigma 2 sur 2, là, ça fait i fois sigma 3 sur 2. Et le spin 1,5, c'est ça, le spin 1,5. Bon, bref, on va y revenir tranquillement. Et toutes les permutations circulaires, bien sûr. Et puis alors, je pense que vous avez calculé... Alors, on peut définir un vecteur d'opérateurs, d'accord, qui aurait pour composante sigma 1, sigma 2, sigma 3. Hein, on va manipuler ce vecteur, enfin, cette chose-là, comme un vecteur dont les composantes sont des opérateurs, simplement pour pouvoir écrire le produit scalaire entre ce vecteur d'opérateurs et un vecteur quelconque. Donc, si vous avez un vecteur U, alpha, bêta, gamma, dans l'espace à 3D, hein, celui-ci. Enfin, dans un espace à 3 dimensions, avec 3 composantes, quoi. Oui, donc 3 dimensions. Réel. Vous pouvez définir sigma scalaire U comme un produit scalaire, quoi, standard dans l'espace à 3 dimensions. Donc, vous avez ce vecteur colonne et celui-là. On est dans R, là, ici. Et donc, ça, vous définissez sigma scalaire U comme simplement alpha sigma 1 plus bêta sigma 2 plus gamma sigma 3. D'accord ? Vous avez vu ça ? OK. Eh bien, du coup, vous avez dû voir aussi
parmi les nombreuses propriétés intéressantes des matrices de Pauli, vous avez dû voir que si vous faites un vecteur U scalaire, le vecteur d'opérateur sigma, et que vous, donc ça vous donne un opérateur, celui-ci, et vous multipliez cet opérateur ou la matrice correspondante par un opérateur obtenu par V scalaire sigma avec un autre V, vous obtenez une propriété très importante qui est que ceci, il suffit de le faire, hein, je suppose aussi que vous l'avez fait, ça donne U scalaire V fois l'identité plus I fois U vectoriel V. Vous notez comment les vectoriels, avec une croix ou avec un wedge là? Comme ça ou comme ça? Ok, donc U vectoriel V sigma. Ok? Alors ça, c'est beaucoup plus général que... En fait, de là, on peut tirer à peu près tout. Hein. En particulier, si U est collinéaire à V, ce terme-là est nul, et donc vous avez un produit, vous avez un multiple de l'identité, et si U est un vecteur unitaire, si vous faites U scalaire sigma fois lui-même, vous obtenez simplement l'identité. Donc c'est vrai en particulier, sigma 1, vous voyez bien que sigma 1, ce n'est rien d'autre que le vecteur UX fois ce vecteur sigma. Et pareil, sigma 2, c'est le vecteur pardon, pas fois, mais pour du scalaire, bien sûr. Le vecteur, l'opérateur sigma 2, c'est UY scalaire sigma. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on note ça parfois sigma Y. Il faut faire attention, et ça, sigma X, bien sûr, est pareil pour sigma Z. Sigma 3 n'est rien d'autre, donc UZ scalaire sigma, il manque l'opérateur ici. Et ça, on le note parfois sigma z. Faire attention simplement que les matrices sigma 1, sigma 2, sigma 3, elles sont ce qu'elles sont. Le sigma z en tant que composante du vecteur sigma dans la direction z dépend de la direction z. Hein. Donc là, c'est d'accord. Là, c'est implicite. Enfin, si on fait cette identification, c'est implicite qu'on utilise comme vecteur de base les vecteurs propres dans la direction z. Donc je pense que c'est mieux effectivement de s'en tenir à cette écriture sigma 1, sigma 2, sigma 3. Et dans la base des vecteurs propres correspondant à la direction z, alors c'est aussi, ces trois matrices sont sigma x, sigma y, sigma z. Bien. Bon. Tout ceci est formidable. Alors, voyons l'action de ces matrices sur les vecteurs d'état. Alors, outre leur magnifique propriété à ces matrices, évidemment, vous voyez déjà, vous anticipez déjà que la composante moment magnétique suivant une certaine direction, hein, ce qu'on a fait émerger à partir de l'expérience de Stern et Gerlach, cette composante moment magnétique va être proportionnelle en fait à la matrice sigma dans la direction en question. Hein, et donc c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et ça va, donc c'est intéressant pour le moment magnétique, mais il faut bien comprendre ici que on travaille avec un qubit, quel qu'il soit, tous les qubits vont avoir la même structure de leur espace des états et la même structure des opérateurs qui peuvent agir sur cet espace des états. N'importe quel opérateur dans un espace vectoriel de dimension 2, opérateur auto-adjoint, donc associé à une grandeur physique, peut s'écrire comme une combinaison de ces choses-là. Donc évidemment, ces matrices et les opérateurs qu'elles représentent, jouent un rôle fondamental dans la physique de n'importe quel qubit, quelle que soit sa nature physique effective. Oui, alors donc l'action. Donc vous avez sigma 1. Alors quand vous appliquez sigma 1 au vecteur 1,
bah, il suffit de voir, ça vous donne le vecteur 0. Sigma 1 appliqué au vecteur 0, ça vous donne le vecteur 1. Vous vous rappelez qu'on est dans la base 1, 0. Hein. Donc, quel que soit le vecteur, quels que soient les vecteurs de base 1 et 0, dans lesquels la représentation matricielle est sigma 1, alors l'action de sigma 1, c'est de faire passer le 1 en 0 et le 0 en 1. Ça se voit là. Évidemment, on a aussi sigma 2 appliqué à 1. Alors, ça ne donne pas 0, ça donne i fois 0. Et sigma 2 appliqué à 0, eh bien, ça fait moins i fois 1. Et pareil pour sigma 3. Alors, pour sigma 3, on a ici les vecteurs qui sont vecteurs propres. Le premier pour la valeur propre 1 et le deuxième pour la valeur propre moins 1. Donc, ça donne moins lui-même. Et alors, quels sont les vecteurs propres? Quels sont les vecteurs propres de sigma 1? Bah, ça saute aux yeux, là. Si vous prenez le vecteur 1 plus 0 et que vous lui appliquez sigma 1, le 1 va devenir 0, le 0 va devenir 1, et donc 1 plus 0 va devenir 0 plus 1, c'est-à-dire lui-même. Hein, donc, ça saute aux yeux ici qu'un vecteur propre de sigma 1 associé à la valeur propre 1, c'est simplement 1 plus 0. Donc, sigma 1 appliqué à 1 plus 0 égale 1 plus 0. Alors, si vous voulez maintenant normaliser ce vecteur, ça c'est un vecteur propre qui n'a pas une norme égale à 1, ça a une norme égale à racine de 1 au carré plus 1 au carré, donc racine de 2. Si vous voulez le normaliser, évidemment, il suffit de prendre, de le diviser par 1 sur racine de 2, quoi. Je peux l'écrire comme ça aussi, comme vous voulez, je ne sais pas, comme ça, allez. Et bien sûr, il me manque encore une ligne, donc je vais effacer ça. Vous savez tous normaliser un vecteur. Je vais le normaliser directement là-dessus, tiens, voilà. Si vous voulez maintenant un autre vecteur propre, mais associé à la valeur propre moins 1, bah, si vous faites ça moins ça, ça va donner l'autre moins le premier, et donc l'opposé de ça moins ça. Et donc on voit immédiatement, juste en regardant ça, que sigma 1 appliqué à 1 sur racine de 2, 1, moins 1 sur racine de 2, 0, est égal à moins lui-même. Il n'y a pas besoin de plus, hein, d'ailleurs, pour voir que donc, sigma 1 a deux valeurs propres, 1 et moins 1, et voici les vecteurs propres associés. Alors, c'est intéressant, parce que vous voyez que ce vecteur-là, sur la sphère de bloc, il se trouve où? Sur la sphère de bloc, on avait 1 ici, là, qui correspondait en fait au vecteur UZ. On avait 0 ici, vous vous rappelez, qui correspondait au vecteur moins UZ. Celui-là, il suffit de reprendre le θ et le φ, on l'a fait la dernière fois. Celui-là n'est rien d'autre que le vecteur UX. Enfin, que le ket dont la correspondance sur la sphère de bloc est dans la direction UX. Hein. Donc ça, en fait, c'est UX, et ça, c'est moins UX. Pardon. De la même façon ici, on voit clairement que si on fait 1 plus 0, pardon, si on fait 1 plus i fois 0, ça va donner i fois 0 plus 1, donc lui-même. Donc le vecteur, je l'écris comme ça, sigma 2 appliqué à 1 plus i0 égale 1 plus i0.
Alors, je vais le normaliser aussi, tant qu'à faire. Évidemment, si un vecteur est vecteur propre, n'importe quel multiple de ce même vecteur est vecteur propre pour la même valeur propre. Et ça, celui-là, sur la sphère de Bloch, c'est simplement UY, c'est-à-dire le vecteur associé, représenté sur la sphère de Bloch par le point sur la sphère qui se trouve dans la direction UY. Et de même, si vous écrivez ceci, moins i sur racine de 2, 0, il suffit de faire le calcul, vous avez l'image de 1, l'image de 0, vous le faites et vous obtenez que c'est exactement égal à moins lui-même. Et vous voyez que sur la sphère de Bloch, c'est UY. Oui ? Normalement, pour ce sigma 2, le premier, c'est pas tous les deux, ils n'ont I normalement. Pardon ? C'est pas normalement I sur racine de 2, 1 plus I sur racine de 2, 0. Bah, 1, c'est le premier ici. C'est le premier vecteur de base. Mais après, quand on lui applique le sigma 2, bah, il devient I 0. Et inversement. Ah, ok, c'est bon. Non, tu... J'avais pas vu le Ah, ouais. Ok. Oui ? 1 il est sous UZ et 0 sous le moins UZ, je ne comprends pas comment ça fait un vecteur sur comment la somme des vecteurs en vecteur. Ah, mais oui, mais parce que ça, c'est un vecteur dans l'espace des états. Ce n'est pas le vecteur dans l'espace... Bien sûr, UZ plus moins UZ, ça fait 0, le vecteur. Mais ça, c'est le vecteur d'état associé à la direction UZ. Chaque vecteur d'état, on a vu qu'on pouvait lui associer un point sur la sphère dans une certaine direction. Eh bien, effectivement, si on additionne le vecteur d'état qui correspond à UZ et le vecteur d'état qui correspond à moins UZ, ça fait le vecteur d'état qui correspond à UX. C'est ce qu'on voit ici. Enfin, disons, c'est pas ce qu'on voit là, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Vous vous rappelez que le vecteur d'état associé à la direction U sur la sphère de Bloch, c'était cos θ sur 2, 1, plus sin θ sur 2, e puissance i phi, 0. Et donc, alors, la direction UX correspond à θ égale pi sur 2, d'accord, et phi égale 0, par définition des angles, hein, enfin des angles θ et phi. Donc si on fait θ égale pi sur 2, ça fait pi sur 4. Donc voilà, si on applique ça à UX, ça fait, alors cos de pi sur 4, eh bien c'est 1 sur racine de 2. Et puis sin de pi sur 4, c'est aussi 1 sur racine de 2. E puissance i fois 0, c'est 1. Et donc on trouve bien ça. D'accord ? Donc effectivement, c'est très important, la notion d'orthogonalité dans l'espace des états et la notion d'orthogonalité dans l'espace des vecteurs à 3 dimensions n'a rien à voir. Alors, il y a un lien, et en fait, enfin, je dis deux choses contradictoires, soit ça n'a rien à voir, soit ça a un lien. Alors, ça n'a rien à voir, mais quand on regarde quels sont les vecteurs orthogonaux dans l'espace des états, on s'aperçoit que ce sont ceux qui sont représentés sur la sphère de Bloch, mais c'est juste une représentation, mais ce sont ceux qui sont représentés sur la sphère de Bloch par des points diamétralement opposés. C'est-à-dire, lui et lui sont orthogonaux. Lui et lui sont orthogonaux. Tous deux points diamétralement opposés sont orthogonaux. En revanche, deux points correspondant à des directions orthogonales sur la sphère de Bloch, c'est-à-dire celui-là et celui-là, par exemple, donc UZ et UX, ne sont pas du tout orthogonaux. UZ a une certaine composante sur UX, laquelle 1 sur racine de 2. C'est parce que UZ a une certaine composante sur UX que quand on met le Stern-Gerlach qu'on a sélectionné UZ, hein, quand on a sélectionné les états qui ont une valeur, un moment magnétique mu0 dans la direction Z, et si on mesure la composante dans la direction X, on ne trouve pas 0. On trouve de temps en temps plus mu0, de temps en temps moins mu0, un coup sur deux en l'occurrence, parce qu'ils ont une composante l'un sur l'autre. Les vecteurs sont orthogonaux,
Mais les états associés ne sont pas orthogonaux, chacun a une composante sur l'autre, et par conséquent, il est possible de trouver la réponse associée à l'autre quand on fait la mesure. Donc ça c'est important. Hein. Bon, et puis pour sigma 3, c'est pas la peine de le faire, c'est fait. C'est déjà écrit dans la base des vecteurs propres. Donc le vecteur propre associé, c'est lui. Et lui, justement, on a vu que c'est celui qui, sur la sphère de bloc, est représenté dans la direction UZ. Et lui, celui qui est représenté dans la direction moins UZ. Donc vous voyez qu'il y a un lien vraiment très important, enfin très direct, entre le vecteur propre associé ici à sigma 1, qui est en fait, dont on a vu ici que c'est sigma x. Donc, hein, si on l'écrit comme sigma x, c'est ux scalaire ce vecteur sigma. Donc, les vecteurs propres associés à sigma x sont justement ux moins ux dans la sphère de bloc. Les vecteurs propres associés à sigma y sont uy et moins uy, avec la valeur propre plus 1, moins 1 à chaque fois. Et pareil pour z. Les vecteurs propres associés à sigma z, c'est-à-dire sigma 3, hein, si on écrit sigma z comme uz scalaire, ce vecteur sigma, sont u plus uz et moins uz, donc chacun avec la valeur propre plus 1 et moins 1. Donc tout ça est très cohérent. Ce qu'on aimerait bien pour finir l'étude en liaison avec Stern-Gerlach, c'est que, mais on voit bien que ça va être le cas, mais on va le montrer, c'est que si maintenant vous regardez la composante de sigma dans la direction u quelconque, les vecteurs propres de cet opérateur-là, qui est un opérateur comme un autre, ça va être en fait le vecteur qui, sur la sphère de bloc, donc l'état qui sur la sphère de bloc est associé à la direction plus u, avec la valeur propre 1, et l'état orthogonal, c'est-à-dire dans la direction opposée sur la sphère de bloc, moins u, avec la valeur propre moins 1, avec le même u ici. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un rapport entre ce vecteur d'opérateur et des directions dans l'espace. Dans un espace imaginaire, la sphère de bloc, mais quand il s'agit de moments magnétiques, ou de moments cinétiques, enfin de moments magnétiques, on va faire le cas du spin and me. En fait, la sphère de bloc est directement transposable dans notre espace géométrique 3D. C'est-à-dire que... Bon, enfin, ok, stop, on va voir. Oui. Donc là, vous voyez que la composante suivant x du vecteur sigma, que je note sigma x, c'est juste ux scalaire sigma, a pour vecteur propre le vecteur qui, sur la sphère de bloc, est représenté par, dans la direction x, avec la valeur propre plus 1, et le vecteur qui est représenté dans la direction moins x, avec la valeur propre moins 1. Pareil pour y, pareil pour z. Et ce que je dis, c'est que ce qu'on va montrer, c'est que c'est vrai, en fait, pour n'importe quelle direction. Pour n'importe quelle direction de l'espace imaginaire de bloc, donc n'importe quel point sur la sphère qui correspond à un certain état, eh bien, cet état-là est vecteur propre pour la valeur propre plus 1 de l'opérateur U scalaire sigma lui. Ce qui est très beau quand même. Enfin, j'espère que vous appréciez la beauté de cette chose. Alors, on va y aller directement. Maintenant, grand 3, retour sur Stern-Gerlach. Ouais, retour sur Stern-Gerlach. Alors, comment je fais? Je vais descendre le truc là-haut. Oui? J'ai pas trop compris ce qu'on a montré en faisant sigma, sigma.
Ok, ça va s'éclaircir, je pense, là. Si c'est pas clair dans un petit quart d'heure, vous me redites. Mais je pense que ça va s'éclaircir. Alors, on est sur un grand 3. Je dirais grand 3. Ouais. Retour sur Stern-Gerlach. Alors, on a vu par l'expérience de Stern-Gerlach que si vous envoyez des atomes d'argent, vous faites passer par ce dispositif orienté dans une certaine direction, UZ. Il sortait deux voies correspondant à des états qui ont une valeur bien définie de ce que mesure le Stern-Gerlach. Et ce que mesure le Stern-Gerlach, c'est une composante particulière du moment magnétique. En tout cas, classiquement, ce serait ça. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des états à valeur bien définie de, on va dire, de mu scalaire U pour une direction U quelconque. Alors, dans cet exemple-là, la direction U, c'est UZ. Et donc, le point clé qui nous a permis de dire qu'il y avait des états à valeur bien définie, c'est que si vous remettez ici un Stern-Gerlach orienté dans la même direction, donc qui remesure la même composante, vous obtenez à nouveau plus mu0 dans 100% des cas. Et là, si vous remettez un Stern-Gerlach orienté dans la direction UZ à nouveau, vous obtenez moins mu0 dans 100% des cas. Et vous pouvez mettre autant de fois que vous voulez derrière. Donc, les états qui sortent là et les états qui sortent là ont une valeur bien définie de mu scalaire UZ. Évidemment, UZ, c'est une direction comme une autre, donc ce serait vrai pour n'importe quel U. Si vous orientez le Stern-Gerlach dans une certaine direction quelconque, il va sortir deux voies, et si après vous remettez le même orienté dans la même direction, ça va toujours confirmer le résultat précédent. Par conséquent, il y a bien des états à valeur bien définie, mu scalaire U. Et donc, pour la composante mu Z, on a appelé ces états plus UZ et moins UZ, enfin moins suivant UZ, qui n'est rien d'autre que le plus suivant moins UZ, bien sûr, mais pour la composante mu Y, qui était mu scalaire UY, on a des états à valeur bien définie qu'on avait notés plus UY et moins UY. Ceux-là ont une valeur propre plus mu0. Ceux-là ont une valeur propre moins mu0. Et pareil pour X. Moins suivant UX. Voilà. Et on avait... on était parvenu, simplement en exploitant les probabilités, à écrire que dans cette base-là, par exemple, le plus X, le plus X, enfin le plus dans la direction UX, on a vu que c'était 1 sur racine de 2 plus dans la direction UZ, plus 1 sur racine de 2, plus dans la direction, c'est vrai aussi, moins dans la direction UZ. Et ça, c'est encore plus dans la direction moins UZ. Et ça, en fait, sur la sphère de bloc, si lui est associé sur la sphère de bloc à 1, c'est-à-dire
Le vecteur 1, c'est celui qui était... Je vais le noter avec un B, tiens, le vecteur d'état dans la sphère de bloc. Ah oui, on va faire ça. C'est très bien ça. Lui, je vais l'appeler UZ sur la sphère de bloc. Et lui, je vais l'appeler moins UZ sur la sphère de bloc. C'est le point associé à la direction, enfin, le point de la sphère qui est dans la direction UZ. Et ça, c'est le point de la sphère qui est dans la direction moins UZ. Si je fais ça, parce que la sphère de bloc, elle est imaginaire, donc je peux choisir... Une fois que j'ai deux vecteurs de base, je peux construire toute cette sphère. Je choisis comme vecteur le 1 et le 0 que j'avais appelé. Une fois que j'ai choisi ces deux vecteurs de base, tout le reste s'en déduit. Donc je choisis comme vecteur de base pour construire la sphère de bloc, justement, le plus dans la direction UZ et le moins dans la direction UZ. Et donc, ce vecteur plus, c'est lui, c'est celui qu'on avait appelé 1, et le vecteur moins dans la direction UZ, c'est lui qu'on avait appelé 0. Eh bien, si on fait ça, on voit que le vecteur UX est associé dans la sphère de bloc au vecteur UX bloc. Enfin, le vecteur plus dans la direction UX est associé à UX sur la sphère de bloc. Oui ? Bah, parce que c'est la même expression, 1 sur racine de 2 de l'1. Vous voyez, il a... Dans la base des plus UZ moins UZ, il s'écrit comme ça. Eh bien, c'est comme ça que s'écrit, vous voyez, UX. Quand on était dans la sphère de bloc, ça, du coup, c'était la sphère de bloc. Et lui, c'est pareil, lui, en fait, c'est UZ de la sphère de bloc. Et lui, c'est moins UZ de la sphère de bloc. Donc, vous voyez qu'il a les mêmes... il s'écrit de la même façon, quoi. Yes? Donc, UX, enfin, les états qui ont une composante bien définie mu0 dans la direction UX sont représentés dans la sphère de bloc dans la direction UX. Et maintenant, le moins UX, alors on l'avait écrit également, donc, enfin, on l'avait fait il y a un cours ou deux. On avait obtenu 1 sur racine de 2 plus UZ moins 1 sur racine de 2 moins dans la direction UZ. Eh bien ça, si lui, c'est le 1 UZ et lui, c'est le 0 moins UZ sur la sphère de bloc, eh bien ceci est associé à moins UX sur la sphère de bloc. Tout le monde voit ça? De même, le plus dans la direction UY est associé, je peux mettre des flèches dans les deux sens d'ailleurs, au vecteur qui, dans la sphère de bloc, est représenté dans la direction UY. Et pareil pour le moins, évidemment. Voilà. Yes. Donc, dans le cas de notre moment magnétique, il y a un lien direct entre la direction de l'état correspondant sur la sphère de bloc, qui est une sphère imaginaire, et la direction en vrai de la composante considérée dans l'espace à 3D géométrique. OK ?
Alors, on l'a vu pour x, y et z. Et ce qu'on voudrait voir maintenant, c'est ce qu'il en est pour une direction u quelconque. Alors c'est une question qu'on a posée il y a quelque temps et je crois qu'on n'y a pas encore répondu. Comment s'exprime le vecteur propre associé à la valeur propre plus mu0 dans une direction u quelconque? Comment s'exprime le plus mu0 dans la direction u quelconque, dans la base des plus de la direction uz et moins dans la direction uz. On a répondu à cette question dans le cas où u c'est ux, dans le cas où u c'est uy, dans le cas où u c'est uz évidemment. On a obtenu donc nos vecteurs 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, i sur racine de 2, et 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2. On ne l'a pas fait dans le cas général. On aurait pu, on pourrait l'obtenir en regardant les probabilités d'obtenir chacun des résultats quand on fait telle ou telle mesure, exactement comme on l'a fait pour déterminer ça. Hein. Ça, on l'a déterminé, vous vous rappelez, en disant si je suis dans l'état ux et que je mesure uz, j'ai une chance sur 2, et donc le module doit être 1, 1,5, etc., etc. Oui du carré. Ah, c'est y là, merci. Merci. Yes. Ok, alors comment s'écrit effectivement, si vous orientez le Stern-Heger dans la direction U, vous allez obtenir deux valeurs possibles, plus mu0, moins mu0. À chaque fois, dans chaque branche, il y aura maintenant un vecteur qui a une valeur bien définie de mu scalaire U, la composante du moment magnétique dans la direction U. Ce sont des états dont on sait qu'ils sont combinaisons linéaires de deux vecteurs de base quelconques, en particulier uz et moins uz, c'est-à-dire l'état qui a une valeur bien définie de mu-z plus mu0 et celui qui a une valeur bien définie de mu-z moins mu0. C'est des combinaisons linéaires, mais quelles combinaisons linéaires? Alors, encore une fois, on pourrait le faire à partir des probabilités d'avoir tel ou tel résultat. On va le faire d'une autre façon pour tirer parti de ce qu'on a fait jusqu'à présent et du lien avec la sphère de Bloch. Et donc, pour ça, je vais introduire effectivement l'opérateur moment magnétique. Donc, on va calquer ce qu'on a fait avec l'opérateur sigma, l'opérateur vectoriel sigma qui a pour composante sigma 1, sigma 2, sigma 3. On va faire exactement pareil avec le moment magnétique. Donc, je vais appeler ça deuxièmement opérateur composante composante de mu suivant U. Donc ça va être le nom de l'opérateur. Alors c'est un peu lourdeau, on va pas employer cette terminologie si longtemps, enfin très longtemps, mais c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, classiquement, j'ai un moment magnétique qui est associé à une certaine direction et il a une certaine composante, ce moment magnétique, suivant une certaine direction. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, commençons par la direction Z. Mu Z, ce n'est rien d'autre que mu scalaire uz, évidemment. On a vu qu'il y avait deux vecteurs propres, enfin, qu'il y avait deux états à valeur bien définie, plus mu0, moins mu0. Et donc, comme
de manière générale en physique quantique, quand vous avez une grandeur qui a des valeurs bien définies et des états à valeurs bien définies, vous pouvez fabriquer dans l'espace des états un opérateur qui agit dans l'espace des états, grand G, qui est diagonal dans cette base en question et qui a sur la diagonale les valeurs G1, G2, G3, Gn. C'est la construction générale qu'on a faite depuis le début. Donc là, de la même façon, à cette grandeur physique classique, une grandeur physique, j'associe un opérateur, μz. Alors je mets le chapeau maintenant dessus. C'est pour ça que c'est vraiment important de mettre toujours le chapeau parce qu'il y a tellement de notions proches mais distinctes qu'on manipule tout le temps. On a vite fait de se perdre dans de quoi il s'agit. Ça, c'est la grandeur physique composante du moment magnétique dans la direction UZ. Ça, c'est l'opérateur associé que je construis maintenant. Cet opérateur agit dans l'espace des états. Il agit sur un espace, il prend un vecteur de l'espace des états, donc un certain état, et il en fait un autre état. Alors cet opérateur, je l'ai défini par son action sur le vecteur que j'avais appelé plus dans la direction UZ. Et par définition de cet opérateur, je construis cet opérateur de telle sorte que cet état à valeur bien définie plus mu0 soit vecteur propre de l'opérateur avec la valeur plus mu0. Donc ça va être égal à plus mu0 UZ. Enfin, plus mu0, pardon, lui-même, donc plus dans la direction UZ. OK? Et maintenant, cet opérateur, si je l'applique au vecteur moins dans la direction UZ, c'est-à-dire associé à l'état qui a une valeur bien définie, moins mu0 dans, pour cette grandeur physique, j'obtiens moins mu0, c'est-à-dire j'en fais un vecteur propre associé à la valeur propre qui est la valeur bien définie qu'il a pour la grandeur physique en question. Donc ça, c'est la construction générale qu'on a faite. Quand on a une grandeur physique, il y a des états à valeur bien définie et on construit l'opérateur en disant que leur action sur ces états à valeur bien définie, c'est la valeur propre associée, enfin la valeur bien définie associée, fois lui-même, donc ce sont des vecteurs propres. Par conséquent, dans la base plus UZ moins UZ, l'opérateur μz que je viens de construire s'écrit 1, 0, 0, moins 1. Fois mu0, pardon. Mu0 fois ça, évidemment. Donc c'est mu0 fois 1 sigma 3, tout simplement. OK, donc ça, c'est l'opérateur associé à la composante suivant UZ. Quid de l'opérateur associé à la composante suivant UX? Donc on a une autre grandeur physique qui est la composante de mu suivant UX, classiquement. Je peux en faire un opérateur mu-x qui agit sur ces vecteurs propres de la même façon. Si j'écris ce mu-x dans la base de ces vecteurs propres, donc plus ux moins ux, je vais trouver la même matrice. Mais ce qui serait intéressant, ce serait d'écrire cet opérateur dans la même base, pour pouvoir les comparer. Alors, comment écrire mu-x dans la base, dans cette base-là? Il y a plein de façons de faire. Une façon de faire, ce serait de regarder ce que donne mu-x quand on l'applique à plus uz. Et ce que donne mu-x quand on l'applique à moins uz.
et puis on l'écrit en colonne, et puis on aura la représentation matricielle. C'est une façon de faire. Alors, est-ce qu'on a déjà écrit UZ en fonction de... Enfin, plus UZ en fonction de plus UX et moins UX? Je crois, hein. On a fait l'inverse. On ne l'avait pas inversé? Ok, alors on va le réinverser vite fait ici. Donc, plus UX, c'est 1 sur racine de 2 plus UZ, plus 1 sur racine de 2 moins UZ, et moins UX, c'est 1 sur racine de 2 plus UZ, moins 1 sur racine de 2 moins UZ. Par conséquent, pas aller trop haut. Par conséquent, j'ai plus UZ. Si je fais ça plus ça plus ça, eux vont s'en aller. Il va me rester ça plus ça. Mais si je fais ça plus ça, je vais avoir 2 sur racine de 2. Donc racine de 2 fois lui. Et donc si je veux juste lui, il faut que je redivise par racine de 2. Donc ça fait 1 sur racine de 2 plus UX plus 1 sur racine de 2 moins UX. Et maintenant, si je veux le moins UZ, je fais ça moins ça, et j'aurai racine de 2 fois lui. Donc j'ai ça moins ça divisé par racine de 2. Bon. Non. Ça va. Yes. Donc allons-y, calculons l'action de mu x sur u plus z. Mu x appliqué, enfin à plus uz, pardon. C'est donc mu x fois ça, plus mu x fois ça. Évidemment, c'est un opérateur linéaire. Donc ça fait 1, allez, je vais l'écrire en toutes lettres, 1 sur racine de 2 mu x appliqué à plus ux, plus 1 sur racine de 2 mu x appliqué à moins ux. D'accord? J'ai juste appliqué mu x à lui. Donc je développe par linéarité, sauf que plus ux, par définition, c'est le vecteur qui a pour valeur propre, qui est vecteur propre de mu x avec la valeur propre plus mu 0. Donc ça, c'est égal à mu 0 sur racine de 2 plus ux. Et lui, c'est le vecteur qui est vecteur propre de mu x avec la valeur propre moins mu 0. Donc moins mu 0 sur racine de 2 moins dans la direction ux. Ah non, pardon. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc ça, vous voyez que en fait, c'est égal à mu 0 fois lui, fois le deuxième. Moins de uz. Yes? Tout le monde voit ça? De la même façon, mu x appliqué à moins uz, c'est égal à 1 sur racine de 2 mu x appliqué à lui, c'est-à-dire mu 0 lui-même, moins 1 sur racine de 2 mu x appliqué à lui, c'est-à-dire moins mu 0 lui-même. Et donc ça fait exactement mu 0 fois lui. Moins mu 0 fois lui, pardon. Non, mu 0 fois lui, oui, absolument.
Autrement dit, la représentation matricielle de mu x dans la base des plus uz moins uz la voici. Ça fait passer le premier vecteur dans le deuxième et le deuxième dans le premier. J'arrive tout de suite. Donc ça fait 0, 1, 1, 0. Et ça, c'est justement sigma 1. Oui ? De même, mu y est une grandeur physique qui est la composante de mu suivant uy. À cette grandeur physique est associé un opérateur, mu y. Ah pardon, il manque le mu 0 ici. C'est mu 0 fois ça, bien sûr. Et si vous faites la même procédure, vous allez obtenir la représentation matricielle de mu y dans la base des plus, moins, suivant uz. Alors, on va peut-être faire d'une autre façon. Tiens, on va faire d'une autre façon. Est-ce qu'on a le temps de faire, tout court? Ouais, ça vaut le coup quand même que je fasse une remarque générale. Oui, c'est parce que ouais, je suis pas sûr qu'on ait déjà fait ça ensemble. Explicitement, donc je vais faire d'une autre façon maintenant. Je vais voir comment s'écrit mu z d'une façon intrinsèque, à partir des quais de bras. Mu z, c'est donc l'opérateur qui à plus x associe mu 0 lui-même, et à plus uz, pardon, associe mu 0 lui-même, et à moins uz associe moins mu 0 lui-même. Je peux écrire, je vais faire un nota bene, je peux écrire mu z comme étant mu 0 plus uz, quai de bras, plus, non, donc moins mu 0 moins uz, moins uz. Est-ce que tout le monde voit ça? Non? Alors, donc on est d'accord que ça c'est un vecteur colonne, donc une colonne, deux lignes, une colonne, et ça c'est un vecteur ligne, donc une ligne, deux colonnes. Le produit de ces deux choses-là, ça fait bien une matrice 2, 2. Donc ça, c'est bien un opérateur. Quel opérateur c'est ça? Eh bien, dans la base des plus, moins, là, c'est l'opérateur. Le voilà. Et lui, c'est l'opérateur le voilà. Comment on peut voir ça? Ben, c'est simple. Appliquer, donc j'ai dit que ça, là, c'était ça.
deux opérateurs sont identiques si ils ont la même image, enfin s'ils donnent la même image à chacun des vecteurs. Or, un opérateur est défini par l'image de deux vecteurs de base, ça suffit, puisque tout le reste c'est par combinaison linéaire. Si les deux vecteurs de base donnent la même chose, n'importe quel vecteur donnera aussi la même chose. Appliquez ça à l'opérateur, à l'état plus UZ. Ben, ça va vous donner, donc si vous faites ça, je note pas les UZ, hein. Si vous faites plus appliqué à plus, ça va vous donner plus, ça fait 1, vecteur normé, fois lui-même. Donc cet opérateur appliqué à plus, il donne plus. Donc voilà. Et cet opérateur appliqué à moins, bah plus, moins, ça fait 0, ils sont orthogonaux, et donc ça fait 0, et voilà. Donc cet opérateur agit sur le plus et sur le moins comme lui. Et donc il agit sur tous les vecteurs comme lui. Cet opérateur-là, c'est lui. Cet opérateur-là, c'est lui. Et par conséquent, mu-z, qui est mu0 moins mu0, c'est bien lui. Mais vous voyez, l'avantage, c'est que là, il est écrit de façon abstraite, sans faire référence à une base particulière. L'opérateur associé à mu-z, c'est la valeur propre de ce vecteur-là fois le quai-de-bras de ce vecteur-là, plus la valeur propre de ce vecteur-là fois le quai-de-bras de ce vecteur-là. De manière générale, est-ce que je peux effacer là? Aïe, aïe, aïe. Allez. C'est un aparté que je fais là, mais c'est utile parce qu'il me semblait qu'on l'avait fait, mais en fait non, peut-être pas. Une grandeur physique G, enfin, une grandeur physique G associée qui a des valeurs propres bien définies, chacune étant associée à des états qui ont cette valeur-là bien définie. Je fabrique, à partir de cette grandeur physique, je fabrique l'opérateur qui agit dans l'espace des états et qui, dans cette base-là, s'écrit G1, G2, Gn. Eh bien, cet opérateur, je peux l'écrire somme sur i des GI, GI, quai de bras. Ça, c'est vrai de manière générale. Tout simplement parce que si vous appliquez G au vecteur GJ, c'est-à-dire à l'état qui a une valeur bien définie pour G, qui est la valeur GJ, si vous faites ça, ben vous voyez, ça vous fait somme sur I des GI, GI, appliqué à GJ. Vous voyez toujours la puissance de l'écriture de Dirac, hein. Comme il s'agit en fait de matrices qu'on met les unes à la suite des autres et que le produit matriciel est associatif, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Donc, cet opérateur-là, appliqué à GJ, ça donne ça. Et ici, vous avez le produit scalaire de GI avec GJ, c'est-à-dire delta IJ. Donc, ceci est égal à somme sur I des GI, pardon, somme sur... Oui, c'est ça. Oui, delta IJ. Donc, quand I ne vaut pas J, ça fait 0. Et quand I vaut J, ça fait 1. Et donc, ça fait GJ. Donc, vous voyez que ça, c'est bien l'expression de G
puisque à chaque vecteur de la base, GJ, ça produit GJ fois GJ, qui est bien la définition du vecteur G. Ah, voilà, de l'opérateur G. Donc c'est une autre écriture de l'opérateur qui a l'immense avantage d'être une écriture intrinsèque, qui ne dépend pas d'une base choisie. Ça, l'écriture de G comme ceci, ce n'est vrai que dans la base des GI. Si je change de base, évidemment, j'ai une autre matrice. Tandis que ça, c'est juste une vérité. Ça, c'est un opérateur. Chacun est un opérateur. La somme de ces opérateurs est un opérateur. Eh bien, G, c'est cet opérateur, somme des GI, GI, GI. Quai de bras. On n'avait pas fait ça? On l'a fait, hein? Non? Oui, il me semble qu'au début, on l'a fait. Mais c'est vrai que c'était peut-être dans un autre contexte. En tout cas, vous voyez à nouveau la puissance des quêtes, des bras et de cette écriture. Alors, c'est ça que j'ai cru qu'on l'avait fait, donc bon, je l'ai refait. C'est ça que je voulais faire ici pour déterminer l'expression de mu y. Alors, faisons-le pour mu y, du coup. C'est vrai pour n'importe quel g, ça va être vrai pour mu y. Alors, du coup, mu y, ça va être quoi? Ça va être la valeur propre mu0 associée au quai de bras plus uy plus uy, plus la valeur propre moins mu0 associée, enfin, avec le quai de bras qui correspond, donc moins mu0, moins dans la direction y, moins dans la direction uy. OK? Par conséquent, il suffit maintenant de remplacer le quai et le bras par ce qu'ils valent. Alors allons-y, ça fait mu0. Alors, uy dans la base des uz, ça donne quoi? Ça donne 1 sur racine de 2 des plus uz plus i sur racine de 2 moins uz. Là, j'ai juste écrit le quête uy qu'on a obtenu déjà plusieurs fois. Allez, je vais faire ça. Donc ça, c'est juste le quête. Maintenant, il faut que je mette le bras. C'est juste le bras de ce truc-là. Alors, le bras de ce truc-là, je change les quêtes en bras et je change les coefficients en leur complexe conjugué. Donc, 1 sur racine de 2 plus uz, moins i sur racine de 2, moins uz, le bras cette fois. Donc ça, c'est le premier terme. Et puis j'ai le deuxième. Alors c'est un peu laborieux, hein. Mais bon, c'est peut-être bien de le faire au moins une fois. Alors, moins, c'est 1 sur racine de 2 plus uz. Alors, moins i sur racine de 2 moins uz fois le bras associé à ce vecteur-là, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 bras plus uz. Si vous voulez ne pas mettre les uz en indice, parce que là, il n'y a que du uz partout. L'idée, c'est de tout écrire dans la base des uz. Mais bon, je l'écris pour être explicite au moins une fois. Et là, attention, complexe conjugué, donc plus i sur racine de 2, le bras associé à moins uz. Donc voilà ce que vaut cet opérateur. Alors ça a l'air un peu compliqué, mais on va réorganiser les termes. Vous voyez qu'il y a là-dedans, il y a des plus, il y a des plus-moins, il y a des moins-plus, et il y a des moins-moins. Et on va simplement tous les... Pardon? Ah non, cet opérateur-là et celui-là ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est l'opérateur celui-là et l'autre qui est l'opérateur celui-là. Celui-là, on a dit que c'était ça. Et celui-là, c'est celui-là. Alors lequel est lequel? Si on applique lui à plus, ça va faire 0, donc c'est bien ça.
OK? Alors allons-y. Suivant plus plus, qu'est-ce qu'on a? On a plus plus, on a celui-là et celui-là. Donc on a mu0 sur 2 moins mu0 sur 2. 0. Cool. Faisons le moins moins tout de suite parce que ça va faire 0 aussi. Moins moins, on a mu0 fois moins i carré sur 2. Et là, on a moins mu0 fois moins i carré sur 2. Ça dégage. Donc, il reste les deux autres. Alors, commençons par le plus moins. Alors, le plus moins, c'est lui avec lui. Donc, ça fait... Le plus moins, c'est donc mu0. On a moins i mu0 sur 2 pour celui-là. Et là, j'ai dit plus moins. Donc, plus moins, c'est lui. Et là, j'ai à nouveau moins i mu0 sur 2. OK? Et puis maintenant, on va faire le moins plus. Alors, le moins plus, c'est lui avec lui. Et là, j'ai i mu0 sur 2. Et puis là, j'ai dit moins plus, moins moins. Donc, j'ai plus i mu0 sur 2. Moins plus. Voilà. Alors ça, évidemment, ça fait moins i mu0 plus moins. Plus i mu0 moins plus. Et ça, c'est une expression complètement générale. Cet opérateur-là, c'est celui-là. C'était aussi celui-là. C'est deux écritures différentes. Cet opérateur-là est la somme de ces deux-là, ou bien la somme de ces deux-là. Mais vous voyez que c'est une écriture intrinsèque. Je n'ai pas une représentation matricielle. Ça vaut ça, ça vaut ça. Prenez le... Enfin, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Là, c'est écrit... Alors, pardon, j'ai mis des plus et moins. Ici, c'est UZ. Hein. Ça, c'est écrit dans... C'est écrit à partir des quais de bras de UZ. Là, c'est écrit à partir des quais de bras de UY. Je pourrais l'écrire à partir des quais de bras de UX. Ça me donnerait implicitement la représentation matricielle dans la base correspondante. Donc, si maintenant je transforme ça en une représentation matricielle dans la base plus UZ moins UZ, ben voilà ce que ça donne. Hein. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et donc, ça me donne... Oh, surprise, 0 moins i 0, qui, alors fois mu0 bien sûr, c'est-à-dire mu0 sigma y. Oh, yes. Bon, on l'a fait de deux façons différentes. Hein. Pour mu x, on l'a fait en inversant la relation, enfin l'expression UX en fonction de plus et moins UZ. Là, on l'a fait avec ça. Bon, vous pouvez le faire de différentes façons. En tout cas, vous voyez qu'on retrouve mu0 fois la matrice de Pauli associée. Aïe, j'aurais bien aimé faire le cas général. On se donne 5 minutes ou pas vraiment ? On pourrait. Allez, on se le fait vite fait. 2 secondes, allez. Pour la beauté de la chose. Allez, vous allez voir, parce que c'est vraiment, on a tout fait, ce serait dommage de s'arrêter là. 2 secondes, je vous promets, c'est pas plus de 3 minutes. Alors, donc, on a vu que mu-z, c'était mu0 sigma z, c'est-à-dire mu0 sigma scalaire uz. On a vu que mu-x, c'était mu0 sigma x, enfin celui-là on l'avait appelé, pardon, sigma 3, sigma 1, c'est-à-dire mu0 sigma scalaire ux, et mu-y
égale mu0 sigma 2, c'est-à-dire mu0 sigma scalaire uy. Qu'est-ce que ce serait bien si jamais on avait la composante de mu dans la direction u qui n'était rien d'autre que mu0 sigma sigma scalaire u. Ce serait vraiment bien. Ce serait, enfin, on ne voit pas bien comment ce serait différent d'ailleurs, parce que sinon ça voudrait dire que les directions x, y, z que j'ai choisies arbitrairement jouent un rôle spécial. Donc, on sait qu'on va trouver ça, mais on va le voir. Ça ne peut être que ça. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, écrivons sigma scalaire u avec pour u. Alors, u, c'est quoi le vecteur u? On a dit que le vecteur u, donc je prends le vecteur u qui pointe dans la direction θ phi. Donc, ces composantes sur x, y, z, c'est les coordonnées sphériques, c'est sin θ cos phi, c'est ça, sin θ sin phi, et cos θ. Yes? Par conséquent, si je fais sigma scalaire ça, oui? Ah. Ça va? Donc si je fais sigma scalaire ça, je vais avoir donc sin θ cos phi fois sigma x, et sigma x, la voilà, plus sin θ sin phi fois sigma y, et sigma y, le voilà. Vous allez voir, c'est magnifique. Magnifique. Plus cos θ fois sigma 3, sigma z, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 1. Yes? Et donc ça, c'est en fait, donc ça on a dit que c'était sigma indice u là, hein, la composante sigma indice u, tac, tac, tac. Et donc ça fait, allons-y, donc on a cos θ ici, on a sin θ facteur de cos phi moins i sin phi ici, donc e puissance moins i phi. Yes. Ici, on a sin θ cos phi plus i sin θ sin phi, c'est-à-dire sin θ e puissance i phi. Hein? Cos phi plus i sin phi, c'est e puissance i phi. Et ici, on a simplement, il n'y a que ce terme-là, moins cos θ. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. On a écrit déjà pour l'instant la matrice associée à la composante U de sigma. Enfin, si je multiplie par mu0, je vais avoir la composante U du moment magnétique. D'accord? Yes? Bah déjà, en soi, c'est beau. On voit que c'est une matrice qui est bien hermitienne. C'est roto-adjointe, hein. Ça c'est réel, ça c'est pas complexe, mais c'est complexe conjugué l'un de l'autre, donc c'est bon. Si vous calculez le déterminant de ça, ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait cos, moins cos carré, moins sin carré, donc ça fait moins 1. Déterminant, c'est le produit des valeurs propres. Valeur propre 1, valeur propre moins 1, déterminant égale moins 1, tout va bien. Si vous faites le carré de ça, vous faites ça au carré, vous allez trouver 1, tout va bien. Mais maintenant, le point clé, et c'est ça que je voulais faire, je vais vous montrer que maintenant, le vecteur U de la sphère de bloc, là, qui s'écrit, donc, qui est censé être le plus dans la direction U, et qui s'écrit de manière générale, vous vous rappelez, c'est comme ça qu'on a introduit au tout début l'espace du qubit, enfin le qubit. Cos θ sur 2 fois plus suivant UY, suivant UZ, pardon. Plus sin θ sur 2, E puissance I phi, moins suivant UZ. D'accord? Ça, c'est le vecteur
c'est la combinaison spécifique qui pointe dans la direction U sur la sphère de bloc. Eh bien, ce que je prétends, c'est que si vous faites ça appliqué à ça, vous obtenez lui-même. Il est vecteur propre avec la valeur propre plus 1. Et du coup, si j'avais pris mu U, donc ce serait mu 0 fois ça, ce serait le vecteur propre avec la valeur propre plus mu 0. Et donc, il suffit de faire ça. Ça fois ça, c'est-à-dire ce vecteur-là, je vais l'écrire en vecteur colonne. Cos θ sur 2, sin θ sur 2, E puissance I phi. Et voilà. J'avais promis 3 minutes. Eh bien, ça fera à peine 6. Il y a un facteur 2 parce que c'est un spin 1,5. Alors, donc ça fait, si je fais sigma U appliqué au quête U, enfin au quête plus dans la direction U, j'obtiens, alors on est d'accord, c'est cette matrice appliquée à ce vecteur, et donc ça donne évidemment un vecteur colonne, ça fait cos θ sur 2, plus sin θ sur 2, parce que E puissance moins I phi fois E puissance I phi, ça fait 1. Et puis en dessous, on a sin θ cos θ sur 2, E puissance I phi, moins, en fait le E puissance I phi va être en facteur, moins cos θ sin θ sur 2. Tout ça E puissance I phi. Voilà le vecteur colonne en question. Et si vous savez 2 mots de trigonométrie, vous savez que ça, cos A cos B plus sin A sin B, c'est cos A moins B. Et donc ça fait cos de θ moins θ sur 2. Ça fait donc cos θ sur 2. Et sin A cos B moins sin B cos A, c'est sin de A moins B, c'est-à-dire sin de θ moins θ sur 2, c'est-à-dire sin de θ sur 2, E puissance I phi, c'est-à-dire que c'est le vecteur propre en question. Il est donc valeur propre avec la valeur propre plus 1, et donc il est bien vecteur propre de l'opérateur mu, composante de mu suivant la direction U, pour la valeur propre plus mu 0. Et maintenant, je vous promets, et je ne le fais pas, que si vous prenez le vecteur moins ou le vecteur plus suivant moins U, c'est tout pareil avec un moins, et... Enfin non, vous changez le cos en sin et vous changez le I phi en moins I phi, vous le faites et vous allez trouver que c'est égal à moins lui-même. Yes? Bon, eh bien, à lundi. Bon week-end.